Voilà, et aujourd'hui on va du coup faire un peu de JavaScript. Le but du jeu c'est plus de configurer Webpack, en fait que je vous montre comment moi je le configure. Je vais surtout me balader à travers beaucoup de docs a priori, pour vous montrer comment, où est-ce qu'il faut aller lire, etc. J'aimerais bien essayer d'aller jusqu'à mettre un Progressive Web App. Je promets pas d'y arriver. T'es con, Carl. Je promets pas d'y arriver à temps dans la vidéo sans que ça dure des heures, quoi. Donc l'idée, ça va être de builder pour deux environnements différents. Donc il va y avoir un environnement dev où il faut que ce soit pratique de développer et que ça ressemble le plus possible à ton environnement de prod. Et ton environnement de prod où le but du jeu c'est de faire de l'optimisation. Donc l'app à la fin ressemblera à... je vais l'ouvrir avec ça. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. J'ai supprimé. Ça y est là. Donc, l'app à la fin ressemblera à... s'il veut. Oh, comment? Ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce GIF, mais comme on va passer plein de temps sur cette page web, je vous laisse le bonheur de l'admirer. Ce GIF, putain. Je le connais. Il est génial. Bref. Tout ce qui peut se passer mal va mal se passer. C'est ça, exactement. Et je trouvais que ça allait très bien avec cette vidéo. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me le garder dans un coin, puis je vais me référer plusieurs fois à ça, mais je vais le reconstruire from scratch, histoire que vous voyez un peu toutes les étapes. Alors, un nouveau terminal. Non, je ne veux pas toi. Alors, je vais créer un nouveau dossier dans lequel je vais créer une nouvelle app avec un super nom. Et on va avoir la première discussion intéressante qui est pourquoi est-ce que j'utilise Yarn plutôt que NPM? Donc pour ceux qui ne connaissent pas Yarn, ça ressemble à ceci. Yarn. Okay, merci les gars. Ça ressemble à ceci. L'idée de Yarn, c'est que c'est un remplaçant à NPM. NPM, c'est pour installer globalement ton gestionnaire de package de JavaScript. Mais c'est aussi le truc qui te permet de builder, lancer des commandes, configurer tes paquets. JavaScript, s'il y avait un tool qui faisait un seul truc, ce serait trop bien. Est-ce que les gens sont familiers avec l'écosystème JavaScript ou pas du tout? Pour savoir à quel point je vais expliquer les choses. Ouais, je crois qu'on avait un peu parlé du Node, mais on a de base de toute façon, mais bon, pas énormément. Ok. Moi, je connais vraiment rien. Bah, moi, je connais parce que j'ai dû me mettre dedans, mais bon, ouais. Ok. Et les autres? Je peux avoir un retour rapidos de ce que vous connaissez sur le sujet. Oui, ça va. Ok. Ça marche, Fred. J'évite de mettre le son, sinon vous allez entendre le Starbucks derrière moi. Et pas de souci. Ok. Benjamin, d'un côté, on va faire du front. Le but du jeu, c'est vraiment de faire une page web super basique, mais gérée par Webpack. Ouais, Angular, c'est pas un bon moyen de découvrir l'écosystème JS. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut un peu nimp. Mais bon, c'était mon avis. Ok, bon, bah du coup, rapidement... Ok, dans l'écosystème Node, tu as deux choses de base. Tu as Node, qui est le truc qui va qui va faire tourner ton JavaScript. Donc, qui te permet de faire tourner ton JavaScript en fait en dehors du browser. Et tu vas avoir NPM, qui va te permettre, qui est ton Node Package Manager. Donc, qui va te permettre de gérer tes paquets. Comme disait Fred à un moment, je ne sais plus trop où,
ici, Node, NPM, ils sont longtemps reposés sur leur laurier. Il y a des trucs qui faisaient très mal, à savoir par exemple, ils loquaient pas la version de leur paquet pendant très longtemps. Donc par exemple, c'est si jamais tu avais deux personnes qui utilisaient ton repo, mais ils pouvaient se retrouver avec pas les mêmes dépendances, pas les mêmes versions de chacune des dépendances. Alors que ça a l'air d'être quand même vachement la base. Et en général, ça se passait mal. Genre, on a eu un jour une app qui a planté en prod juste parce que, comme on loquait pas les versions de NPM, il y a un paquet qui a été updaté au déploiement suivant et ça a tout brisé. Il y a des packages qui utilisent des versions 0 pour quelque chose d'autre, super connu, et donc effectivement, les versions des packages changent très vite. Ouais, c'est ça. Oui, puis des fois, ils sautent des versions, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Par exemple, Babel, donc on va utiliser... Okay, Babel, j'en reparle après. Voilà, pour l'instant, on va utiliser la version 1.6.1. La version suivante, ce sera la version 7. Il n'y a pas de version entre les deux. Parce que le JavaScript. C'est comme Angular, moi je pensais qu'ils étaient à une certaine version et en fait ils avaient déjà 50 versions d'avance. Ouais, je crois qu'ils sont à 4 ou 5 maintenant, mais il n'y a pas eu de 3. Voilà. Mais ils en ont sauté qu'une seule. Contrairement à là où ils en sautent 6. Parce que pourquoi pas. Bref. Du coup... et Yarn a mis ça en place il y a longtemps. L'autre truc, c'est qu'il essaye de faire de la normalisation de dépendance entre tes différents paquets, c'est-à-dire que si tu as deux paquets qui requièrent la même dependency, il va les installer qu'une seule fois et pas pour chaque. Ça c'est la fonctionnalité qui a fait que Yarn a vraiment explosé en ce moment. Ça et le lock. Honnêtement, le lock, c'est... Le lock. Mais NPM, normalement, permet de faire ce truc maintenant. Mais le truc, c'est que j'ai tellement l'habitude d'utiliser Yarn que j'utilise Yarn partout, et que dans le doute, c'est comme toutes les personnes qui ont été mordues une fois par un truc, tu vas plus... Tu as touché le feu une fois, tu remets plus les doigts dedans. Donc du coup, j'utilise Yarn. Et ça marche très très bien. Donc du coup, quand tu arrives dans un nouveau paquet, déjà, on va rajouter un super HTML. Vous allez voir, il va être super beau. cp tuto, comment je l'appelle, build front, je l'ai mis dans src, j'ai appelé index.html, je vais l'ajouter ici. Donc vous allez voir, mon index.html est magnifique. Voilà, je vais enlever manifest parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant et qu'il n'existe pas. Voilà. Donc pour ceux qui font du front, vous pouvez hurler sur mes capacités en front. Faites-vous plaisir. Hop. Donc voilà. Pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Hein. Donc on va déjà tout de suite ramener le GIF parce que sinon c'est pas drôle. Parce qu'il s'appelle frustration et que ça ne pouvait pas être mieux comme GIF pour faire du JavaScript. Oui, ça marche. Parfait. Ok. Du coup, le but du jeu, c'est, on a dit, de builder tout ça pour que ce soit agréable à utiliser comment ça s'appelle, en prod et ce genre de choses. Et en plus, si possible, que ensuite coller du React, du Angular, du Ember, ce que vous voulez, soit pas trop dur, que ça se passe bien. Parce que autant quand tu fais juste un truc rapidos dans ton compte, quand tu fais une page web, tu n'en as pas vraiment besoin de ça, sauf pour certains cas. Mais dès que tu vas commencer à faire des trucs un peu plus riches en front, tu vas avoir besoin de builder ton app. Ça devient vraiment des apps à part entière. Je ne sais pas si vous avez vu le S6 ou pas du tout à PHP. L'idée pas du tout. Cool. L'idée de l'ES6, c'est que c'est la prochaine version de JavaScript qui est quasiment supportée à 95% par les navigateurs. Perso, moi ça va sur ces fondamentaux-là, je ne sais pas pour les autres. Mais... je vais juste en profiter pour... voilà, parce qu'il y a un gars qui a fait ça et qui te dit à quel point tu peux utiliser toutes les fonctionnalités dans tes différents navigateurs.
Donc on va se faire... Je crois que le seul navigateur qui accepte pas encore, c'est Internet Explorer. Oui, mais en fait, tout ne marche pas. Mais en fait, ils reviennent super vite parce que comme ils sont une toute petite part de marché, ils essaient de le rattraper très rapidement. Alors qu'avant, c'était eux qui foutaient la merde. Maintenant, ils sont à la ramasse, donc ils essaient de revenir assez rapidement. Enfin, Edge, hein, tu veux dire, pas IE. Non, pardon, Edge. Oui, pardon, l'autre, j'en parle même pas. Non, IE, c'est bon. Et Edge, il est pas mal en soi. Hein, Edge, ça marche très bien. Qu'est-ce que je racontais donc Tu me diras, on est tellement loin. Oui, c'est ça. Non, alors il y a quand même un truc qui marche pas dans les navigateurs, c'est les imports. Tu peux pas importer des modules. Parce qu'en fait, dans 6, ils ont rajouté la notion que tu divises tes fichiers en petits fichiers, parce que bon, tu n'allais pas faire un énorme fichier JavaScript, et que t'importais, et qu'en fait, l'idée, c'est que tu vas construire un espèce de fichier unique qui importe des fonctionnalités d'autres modules, ou de dépendances. Par exemple, tes dépendances, ça peut être jQuery, ça peut être Lodash, ça peut être... On y reviendra. Voilà. Donc du coup, dès que tu as des modules, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avoir du build, parce que tes navigateurs ne le supportent pas. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de fun. Donc pour l'instant, j'ai rien. Je vais initialiser mon projet comme étant un projet JavaScript. Avec un petit yarn init. C'est très très bien, c'est une très bonne meilleure version. C'est un tuto pour Webpack. C'est parfait. J'ai rien à cirer. Auteur, ce sera Z. Et chut. Voilà. Donc, JavaScript NPM, ça marche avec un fichier qui s'appelle package.json. Le package, c'est là que je voulais le taper. Le package.json, c'est là où vous allez définir toutes vos dépendances premières à votre projet. Vous allez aussi indiquer toutes vos commandes pour builder votre application. Ou pour lancer n'importe quoi, parce que c'est possible de le faire. Commande pour builder l'application, c'est-à-dire? Alors ça veut dire que par exemple, comme tu peux... pour celle-ci, tout à l'heure, j'ai buildé l'application. Ouais. Donc j'ai transformé mon JavaScript ES6 non compatible avec un navigateur en JavaScript compatible avec le navigateur. Okay. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas pouvoir rajouter des commandes dans ton package.json pour te simplifier la tâche. Okay. Voilà. En gros, c'est des espèces d'alias. Ok, c'est pour pas avoir les taper quand tu tapes le YAML. Exactement. Parce que éventuellement, ça peut être super long. Je vais ouvrir un truc que je regarderai tout à l'heure. Je vous montrerai la gueule d'une commande. Ça marche. Tant que Michel démarre. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais ajouter un super fichier JavaScript. Okay. Donc je vais le copier. Je vais aussi le copier de plus bas, comme ça j'aurai pas besoin de l'écrire. Vous allez voir, c'est une vite pareil. App.js. Je me permets de mettre quelques ressources pendant que tu parles là, sur le ton tutor. Très bien. C'est parfait. Donc, si vous avez déjà fait un tout petit peu de S6, alors c'est pas bien indenté ça. Parfait. L'idée c'est que tu as import qui permet d'importer des modules. Donc, par exemple, je vais avoir besoin de Lodash et je vais avoir besoin de jQuery. Lodash, c'est une librairie qui contient plein de fonctions utilitaires, genre order, by, tu vois, tous les trucs que tu avais l'habitude d'utiliser sur les arrays en Ruby, elles sont toutes dedans. Donc, je vous invite vivement à en utiliser, c'est assez pratique. jQuery, vous connaissez. Bon, ça, cette ligne-là va sembler bizarre, mais j'en ai besoin pour que mon Webpack reconnaisse le fait que j'ai un fichier, que ce fichier existe. L'idée, c'est que du coup, tu peux importer globalement ce que tu veux. Et tu peux faire lire globalement ce que tu veux à ton JavaScript. Donc là, je vais importer un fichier SCSS. Là, je construis un tableau de hash. Et alors, cette ligne est particulièrement illisible, mais dans l'idée, ce que je fais, c'est que j'appelle le dash, je dis order mon tableau de user par rapport au nom et à l'âge de façon ascendante pour le nom, descendante pour l'âge. Et ensuite, j'en fais une espèce de li, où je mets le nom et l'âge, et à la fin, je join
mes LI, et le but du jeu, c'est de sélectionner la div qui s'appelle container avec jQuery et rajouter la LI dedans. C'est super basique, mais globalement, ça couvre à peu près toutes les fonctionnalités que vous pourrez avoir envie pour faire une app à peu près classique. Il y a pas de, j'ai juste pas mis de listener parce que j'avais la flemme de le faire. Mais je sais pas si c'est à peu près clair de ce que je vais essayer de faire dans ce projet. Pour l'instant, ça marche pas du tout, hein, parce que j'ai pas Lodash, j'ai pas jQuery, ce fichier-là n'existe pas. Mais voilà. Du coup, comment est-ce qu'on installe des dépendances avec Yarn? Pour installer des dépendances, c'est Yarn add nom de la dépendance. Donc j'ai dit que j'en allais avoir besoin de Lodash et de jQuery. Vous voyez bien le bas de l'écran et tout. Tout va bien. Ouais. Ok, cool. Après, tu peux agrandir de l'écran. Ouais, bien sûr. Je peux faire ça. Hop, voilà. C'est mieux comme ça? Yes, merci. Merci. Cool. Voilà. Donc du coup, ça t'installe tes librairies. Et si on regarde notre package JSON, ça les a automatiquement ajoutés là-dedans. Si les gens préfèrent utiliser NPM, le gros problème de NPM, c'est qu'il ne faut pas oublier de lui dire que tu veux les sauver. Parce que sinon, ils ne les ajoutent pas dans ton package JSON. Ça m'est déjà arrivé d'oublier le point save et ensuite, en prod, me rendre compte que il n'avait pas installé parce que je l'avais pas mis parce que ça l'avait pas mis dans le package JSON. Mais ça marchait très bien sur la machine parce que ça l'avait installé quand même. Bref. Donc, du coup, théoriquement, là, dans mon app, j'ai Lodash et jQuery, donc je vais pouvoir l'utiliser. Je vais aller chercher tout de suite ce fichier. Est-ce que je vais en avoir besoin? Est-ce que vous connaissez le SAS? Vous en avez fait ou pas du tout? Ils l'ont fait de façon automatique, un PHP. Ah oui, c'est vrai. Les assets sont précompilés, mais ils n'ont pas conscience de ça pour le moment. Ok, cool. Des SCSS. Ok, donc l'idée du SCSS, c'est que c'est un comment ça s'appelle? Un langage qui va être compilé en CSS. L'avantage, c'est que par exemple, ça te permet de définir des variables. Il y a plein d'autres avantages, je vous laisse regarder la doc de SAS, je vais pas l'expliquer maintenant. Mais par exemple, tu définis ta couleur en hexadécimal une fois, et tu la recueillis pas 800 fois dans ton fichier CSS. Ou dans tes fichiers CSS, parce que tu peux faire des imports, tu peux faire des trucs vraiment complexes en SAS. Yep. Là, le truc, c'est que je fais la version ultra basique, juste pour montrer que ça marche. Là, c'est l'essentiel, hein, mais tu peux faire des boucles, tu peux faire plein de choses. Je crois que c'est un vrai langage. Tu pourrais vraiment écrire, c'est un vrai langage, ça. Et je crois qu'il est Turing complète. Oui, en fait, c'est un métalangage au-dessus du CSS. Tu as ceux qui respectent la syntaxe CSS et les autres. Mais là, l'essentiel, c'est déjà les gens déclarent des variables, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est le premier truc. Et c'est pour montrer que Webpack va s'occuper de le compiler pour moi et que j'aurai jamais besoin de m'en occuper. Ok, j'en parle depuis tout à l'heure, mais à un moment, il va peut-être falloir le mettre, Webpack. Ok, donc du coup, on va installer Webpack. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Donc, j'ajoute en développement, parce qu'en production, j'aurais besoin juste de jQuery, de Lodash et de Lodash. Donc, du coup, j'ai besoin de Webpack. J'ai besoin de Webpack CLI pour pouvoir taper des commandes Webpack. Je vais avoir besoin de... Déjà, je vais avoir besoin de ça. Petit bout. Donc là, pour la blague, hein, il vient déjà d'installer 1 million de dépendances. Donc, pour la blague, on regarde, on est déjà à tout ça de dépendance, on n'a rien fait. Okay. J'ai un peu du mal à comprendre la différence des rôles entre Yarn et Webpack. Ok, Yarn, il est responsable de tes packages et de tes librairies JavaScript. Et éventuellement de te gérer tes alias. Okay. Ce que va faire Webpack, c'est qu'il va transformer tes fichiers de source en fichiers compatibles pour les navigateurs. Parce que pour l'instant, ils ne le sont pas. On a vu
Un navigateur, ça connaît pas import. Si tu importes un fichier CSS, il te crache au visage. Après. Si j'osais, si je peux me permettre, Yarn, c'est un peu comme ton truc qui gère tout ce qui est les gemmes. C'est bundle. C'est le bundle. Et alors que dans Sunrails, en fait, tu as un moteur qui précompile les SSS, et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Ouais. L'asset package. Je suis sûr que vous avez déjà eu des problèmes avec. Parce que tout le monde a déjà eu des problèmes avec ça. Jamais. Sérieux? Tu as eu beaucoup de chance. Moi, oui, beaucoup, souvent. Alors, Fois sur deux, c'est la faute de l'asset. Ouais. Une fois sur deux. Malheureusement, c'est qu'une fois sur deux. Donc, du coup, Webpack, ça se configure. Alors, tu peux décider de ne pas le configurer du tout et de l'utiliser de base. De base, je crois que tout ce que ça fait, c'est que ça va juste transformer le JavaScript et faire aucune transformation supplémentaire. Mais c'est complètement inefficient parce que tu vas te retrouver avec un JavaScript qui fait genre 3 mégas, parce que tu n'as pas du tout envie que ça arrive. Parce qu'il va t'intégrer ton lodash et ton jQuery en version non minifiée, il va pas savoir comment gérer ton CSS, ce genre de choses. Et il va te demander à ce que tu les ranges dans certains endroits, etc., ce qui n'est pas forcément ce que tu vas faire. Est-ce que je vais profiter pour faire tout... Non, je ne vais pas faire ça. Je ferai ça plus tard. Ok. Du coup, tu vas créer un fichier de configuration pour Webpack. Webpack. .common. Je vais le nommer d'une certaine façon. Je vais mettre Babel dans son nom. .js. L'idée, c'est que Webpack, ça va prendre tes fichiers JavaScript qui sont écrits en ES6 et ça va les transformer en ES5 qui est utilisé par tous les navigateurs, par tout ce que tu veux. Même ta wiki, si ça te fait plaisir. Non, j'ai eu un requirement un jour de supporter une 3DS. Il y a un navigateur 3DS, c'est une horreur. Bref. Qu'est-ce que je racontais comme bêtise ? Oui, et donc du coup, Babel, c'est le tool qui va transformer ton JavaScript ES5 en JavaScript ES6. Le problème, c'est que Webpack est ce qui fait la transformation, mais du coup, le fichier de configuration, normalement, lui, il n'est pas transformé, donc il ne peut pas utiliser des imports. Voilà, donc si tu mets .babel, Babel le transforme automatiquement pour que tu puisses utiliser de l'ES6 dans ton fichier de configuration de Webpack. Ce que je trouve vachement plus agréable, parce que j'aime bien faire des imports. Et puis c'est une bonne habitude aussi. Oui, c'est dans le doute. Donc du coup, on parlait de Babel, il va falloir l'ajouter. Alors, on était à yarn, add, on va T, parce que on va avoir Babel, core, loader pour que ça marche dans Webpack. Ah non, il manque preset env aussi. Label preset env. Donc Babel, par défaut, ça fait pas grand chose. Ça marche juste avec des presets. L'idée de tes presets, c'est que ça va définir quelles sont tes règles de transformation. Env, c'est celui qui pourra passer de l'ES6 à l'ES7. l'ES6 à l'ES5. Ouais, le S7, on n'en est pas encore là, malheureusement. Non, mais ça peut le faire aussi. Tu peux lui dire, fais ça. Babel, ça se configure avec un fichier .babelrc. Babelrc. Alors, avant que j'oublie, la doc pour ce genre de choses se trouve sur Babel. Babel.io. JS. Babeljs.io, je le savais. Et ils ont un super truc qui est setup. Et tu lui dis, voilà, j'en ai besoin dans. Tu fais ton choix là. C'était un peu. Parce que c'est l'écosystème JavaScript, donc tu as what me façon de builder ton truc. Du coup, on dit qu'on utilise Webpack. Et en gros, il te dit, pour Webpack, fais comme ça.
Ah, trop bien. C'est plutôt pas mal. Et en gros, il te dit d'utiliser d'écrire ton Babel RC, ta configuration de Babel RC. Et on va se faire plaisir, on va juste faire un copier-coller. Et voilà. Donc là, on va avoir un Babel qui va transpiler de ES6 vers ES5. Et on a besoin de s'en occuper. On aura besoin de s'en occuper un petit peu plus tard, mais on va dire qu'on a besoin de s'en occuper. Alors, comme je ne suis pas encore fluent en JavaScript, je vais aller ouvrir celui que j'ai écrit hier avec du sang et des larmes pour éviter de devoir me retaper tout. Ok. Donc, est-ce que j'ai besoin de ça? Ah, j'aurais dû en sauver une version qui marchait toute seule. Je vais rajouter un truc petit bout par petit bout parce que sinon ça va pas marcher. Ok. Donc, je vais aller sur la doc de Webpack et je vais copier le getting started. Je l'ai mis là. Après, en gros, la configuration par défaut. Où est-ce que tu es? Là. En gros, globalement, tu lui dis je veux que tu démarres avec ce fichier et que tu me construises ça. Donc tu départs du fichier index.js, chez nous ce sera app.js, et je veux que tu le mettes dans le dossier dist. Okay. Path, c'est pour qu'ils puissent aller pour qu'ils puissent mettre les slash automatiquement, parce que imagine tu pourrais être sous Windows et donc les slash seraient pas les mêmes. Bon, il aurait fallu que j'en mette un ici. D'ailleurs, pourquoi il n'y en a pas un ici? Ok, c'est juste bizarre. Bref. Parce que du coup, ça doit pas marcher. Voilà. Autre truc que vous allez beaucoup découvrir en JavaScript, en général, leurs docs sont pas à jour. La preuve, la doc, elle marche pas. Effectivement. Mais surtout, elles sont pas multiplateformes. T'as le mec qui a écrit la doc, il écrit pour la plateforme sur laquelle il est, et rarement pour toutes les plateformes. Ouais, mais là, j'ai juste copié un bout de doc, et elle est stupide, parce qu'il y a un pass pour le output, mais pas pour l'entry. Tout à fait. C'est que... Il faudrait peut-être aussi préciser que les double dash devant le dirname, c'est juste une variable oui. CT, en fait. Oui, c'est ça. C'est une variable. Mais je voulais pas en parler tout de suite. Mais enfin, je voulais pas en parler parce que c'est pas vraiment important. Pour l'instant, c'est juste du copier. Pour le coup, c'est du copier-coller. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais du coup créer ce fameux dossier SRC. Donc en fait, je vais créer deux dossiers. Je vais créer un dossier SRC où on va mettre les trucs, nos sources, qu'on va ensuite builder dans un dossier dist. Le dossier dist, il va le créer tout seul, on n'a pas besoin de le faire, mais on va quand même dépasser les choses dans le dossier SRC. Donc je veux move mon app, mon diff, mon index et mon style dans le dossier SRC. Oui, c'est bon. Voilà. Et lui dit qu'il s'appelait app pour l'instant. Ok. Est-ce que ça va marcher? Presque. Pour en faire une version qui marche à peu près, je vais juste lui dire ne charge pas le style s'il te plaît pour l'instant, parce que pour l'instant le style il sait pas le gérer. Mais du coup, je pense que je peux clairement lui dire un webpack. Je sais pas tout complete. Webpack. Mon progress. Non. Ok, est-ce que j'ai oublié? Comment ça? Pourquoi? Hein? C'était l'environnement de développement. Non, mais ça change rien normalement. Il te le dit de le faire, mais t'es pas obligé de le faire. Je l'ai fait hier soir, ça marchait. Pourquoi?
Enfin, on est d'accord que j'ai copié-collé la doc. Hein. Ah, parce que j'ai pas indiqué la config, bien sûr. Bon, ça marche pas pareil, mais sûrement pour une autre raison. Cannot find module. Quoi? Mais j'ai copié la doc. Pourquoi? Et puis bien sûr, C'est quoi ton erreur du coup? mon erreur, c'est une erreur. C'est ça. Oui, parce que Webpack, il va pas t'aider. Hein. C'est quand tu auras des erreurs, elles sont horribles. Et... il te dit également qu'il ne peut pas trouver. Non, mais de toute façon, débugger en JavaScript, c'est l'horreur hein, dans tous les cas. Il peut pas trouver module, mais normalement, module, il connaît. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il ne connaisse pas. Hein? Ah, parce que c'est pas le bottom. Parce que je ne l'ai pas appelé comme ça. Ok, c'est ma faute. Ok. Donc il me dit qu'il ne connaît pas le style.css. On va devoir tout de suite expliquer comment ça marche, mais je pense qu'il m'a quand même créé mes trucs. Donc si je regarde dans mon dossier dist, bon, il ne l'a pas créé. Alors, ok, donc je vais devoir expliquer comment est-ce qu'on ajoute des modules. Les modules, l'idée c'est que tu vas lui dire comment gérer tel ou tel fichier. Je vais faire un joli copier-coller et j'explique dans une demi-seconde ce que ça fait. Tu veux pas juste commencer par le SCSS peut-être? Enfin, je sais rien. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il me dit qu'il aime pas mon. Ah, pour le SCSS, ouais, si tu veux. Ouais, je vais tous les copier. J'ai rien. Ouais, ça marche. Mais j'ai envie aussi d'ajouter le Babel. Parce que j'aimerais bien qu'il puisse me compiler mon CSS. Mon GS. Ok. Donc, l'idée, c'est qu'il y a plein de types de modules. Je vais commenter ceux que je ne vais pas utiliser tout de suite. Donc, ceux-là, je ne vais pas les utiliser tout de suite. Celui-là, ce serait pire. Non, pas utile. Je vais quand même mettre le HTML. Ok, je vais tous les laisser. Je vais vous expliquer. Ok, ça c'est pour dire mon JavaScript. Ne regarde pas dans notre module, ce dossier n'existe pas. Et utilise Babel dessus. Donc transforme mon JavaScript. Ça c'est tous mes fichiers PNG, GIF, machin. Essaye, si possible, de les transformer en URL. En URL. Il essaye de les mettre dans. Il va essayer d'injecter ton HTML en remplaçant les. Alors là, dans mon HTML pour l'instant, je vais rouvrir. Il crée des assets et il fait. C'est ça. En fait, là, il y a un SRC frustration GIF. Il va essayer de remplacer frustration GIF par une ressource en binaire directement injectée dans le HTML si elle est suffisamment petite. Si elle est plus grosse, il utilise le fichier normal. C'est des trucs du type data-URL que vous avez déjà vu avant. C'est ça. Surtout si vous avez déjà fait du front. Et voilà. Donc du coup, il va le faire automatiquement et il injecte ton HTML pour toi, à ta place, pour que tu n'aies pas besoin de le faire. Pareil, ici, il y a un test pour HTML. Il va juste le prendre et le déplacer dans le dossier dist, parce que sinon, il ne le fait pas. Je pense que le HTML loader peut faire un peu plus de trucs. Je ne l'ai pas du tout configuré parce que j'ai pas du tout eu le temps de le faire. Le SAS. Ok, le SCSS, il a besoin d'un tout petit peu plus que ça. L'idée, c'est que tu peux lui préciser plusieurs choses à la suite. Il va commencer par le transformer avec du SAS, donc il va le compiler en CSS, et ensuite, il va appeler CSS Loader pour minifier ton CSS, par exemple, faire un source map, j'expliquais après ce que c'est qu'un source map, ne pas le mettre en URL, et s'il y a des trucs qui marchent mal, il va essayer de le mettre en style tout en haut de ton fichier HTML. Et il va écrire une espèce d'énorme base list style où il y aura tout.
mais par défaut, j'aimerais bien qu'il me crée un fichier. Parce que bon, c'est quand même vachement agréable de pouvoir lire le fichier à part. Bon, alors, comme vous pouvez voir, il y a plein de loaders, et donc du coup, on va devoir tous les installer. Yarn, add, -d, donc on a un SAS loader, on a un CSS loader, on a un style loader, on a un HTML loader, on a un file loader, on a un URL loader, on a un Babel loader, j'ai déjà installé. C'est tout, c'est pas mal. Ok. Donc on va laisser yarn tirer encore une nouvelle fois la moitié de la terre. Le SAS loader, il a besoin de notre SAS. J'ai oublié. Voilà, parfait. Ok, donc on y retourne. Le webpack. Oh, sérieusement là. Qu'est-ce que j'ai un extract exploit. Okay. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux m'en passer temporairement? Je pense que je peux m'en passer temporairement. J'ai pas envie de l'expliquer tout de suite. 1, 2. Donc il y a ça. Je veux pas. Oui. J'aimerais bien montrer un site qui marche quand même à un moment. Ce serait pas mal. Ouais, que tu peux le faire. Oui. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait? On va zoomer. ls list. Ok, ce qu'il m'a créé, c'est qu'il m'a créé un joli bundle.js. Parce que je lui ai pas dit de traiter les autres choses. Ok. Parfait. Qui ressemble à rien. Je fais pas le cat. Je fais in bundle.js. Un list. Bundle.js. Et donc il m'a globalement inline mon JavaScript de façon assez horrible. Et on peut remarquer que à un endroit il y a va chercher ce fichier SCSS, par exemple. Voilà. Désolé. Peut-être que je vais commenter dans mon app. C'est pour ça qu'il l'a pas copié. Ok, assez vite. Vous allez en avoir marre de taper webpack machin. Donc il existe des options de plus qui progressent pour voir où il en est, et parce que ça peut être long. Et -watch, ce qui fait que si tu changes un fichier, il le refait automatiquement. Donc je regarde mon dossier list et il me fait mentir, mais c'est pas grave. Je pensais qu'il aurait mis le style.css dedans, mais en fait je pense qu'il l'a juste mis à l'intérieur du gros bundle.js qui te fait. Oui, probablement. Je vois. Ok. Bon, ça ne nous aide pas du tout parce que pour l'instant on n'a toujours pas de fichier HTML. On va donc utiliser un petit truc qui fait que ça va les injecter automatiquement à l'intérieur du HTML. Hop, et ça s'appelle... Lequel c'est toi. Donc, voilà, après toute cette phase de loading de Webpack, tu as des phases de plugins qui vont transformer ton application. Et donc, du coup, par exemple, tu peux utiliser ce template-là qui va s'occuper de transformer ton HTML automatiquement pour ajouter au bon endroit le bundle, enfin le bundle.js et éventuellement ton style dedans. Du coup, il faudra que j'installe ce plugin, parce que bon, ce serait pas drôle sinon. Tu vas expliquer après la notion d'ordonnancement de ces plugins. Le fait de pourquoi ils sont dans cet ordre-là. L'ordonnancement, c'est dans
c'est dans l'ordre dans lequel tu mets. Je crois qu'il essaie de se déployer pour que ça se passe plutôt bien. Ok. Je suis pas sûr. J'avoue que c'est pas. Je ne crois pas. La plupart du temps, si tu ne le fais pas bien dans l'ordre, j'ai un peu l'impression que ça se passe pas forcément très bien. Ok. J'ai jamais eu de problème. J'avoue que peut-être parce que mes plugins ne se marchent pas trop sur les pieds. Probablement. Ouais, je pense que ça va être surtout pour ça. Ok. Du coup, je ne me souviens plus quel est le nom de la gemme pour installer ça, mais normalement, je me suis gardé un truc. Non, pas toi. Toi. Hop, tu t'appelles comme ça, parfait. Non, parce que pour le coup, la doc de Webpack, même si elle n'est pas à jour, elle est quand même pas si mal. Voilà, ça a encore installé un shitload de dépendance. Et je vais avoir besoin de lui dire au début, importe-moi mes packages. Effectivement, il est important pour les plugins de lui dire que tu veux que Effectivement, tu avais raison, Marie. Je me suis déjà tapé ce problème-là. Voilà. Tu lui dis load-les dans l'ordre dans lequel je les indique. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que tu as le cleaning qui a lieu et le manifeste à la fin, etc. Ouais, c'est ça. Le manifeste à la fin. Non, le manifeste, il est forcément après le load, il se fiche de ton. Je pense qu'il se fiche du reste. Oui, mais tu le fais à la fin de. Enfin, Ouais. Si tu fais tout proprement à la fin, ton manifeste, normalement, il a toutes les informations pour bien se builder. Yep. Ok. Donc du coup, maintenant, on a vu qu'on a rajouté le Webpack plugin. Normalement, dans dist, il devrait y avoir un tout petit peu plus de choses. Donc, il y a un espèce de GIF avec une URL dégueulasse. Enfin, un nom dégueulasse. On a un bundle.js et on a un index.html. Si on l'ouvre, on va le refaire juste après. On remarque qu'il a automatiquement ajouté le bundle.js ici, à la fin, dans un script, et qu'il a changé l'URL de mon GIF. Pourquoi est-ce qu'il change l'URL de mon GIF? C'est à des destinations de caching. Si jamais mon GIF change, son nom va changer, donc du coup le cache va être busté du côté de votre navigateur, et donc du coup votre utilisateur va automatiquement le retélécharger. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique, parce que ça permet d'avoir du caching quasiment for free, et puis qui se passe plutôt bien. Voilà. Du coup, on peut aller. Alors, je vais aller regarder notre super fichier. Ah, ça va être chiant. La remarque du caching, elle est valable pour tous les assets. Hein. Oui, elle est valable pour tous les assets. Je vais le faire pour le reste, mais pour l'instant, ce n'est là que pour ça. Donc voilà. Donc en gros, on remarque qu'ici, on a notre super liste qui a été introduite. Elle a été triée avec Lodash et avec jQuery. Donc, dans notre app, on a jQuery et Lodash au passage. Et on l'a. Ouais, c'est beau, hein. Incroyable. Bref. Mais à terme, vous pourrez ajouter plein d'autres librairies, genre React, si vous voulez ajouter Bootstrap, ça s'ajoute aussi exactement de la même façon. Tu fais un yarn install Bootstrap et puis il va automatiquement te l'ajouter en haut de ton truc. Tout le monde n'est pas d'accord sur ajouter ce genre de librairie, genre Bootstrap, directement dans ton app. Moi, j'aime bien le faire parce que ça va me permettre en général d'avoir un JavaScript qui est pas si gros, parce que Webpack va trim et va enlever les bouts dont il n'a pas besoin dans la librairie automatiquement. On y reviendra, mais en gros, tu peux lui dire s'il te plaît, enlève-moi les bouts que je veux pas que j'utilise pas dans mon app. J'ai pas besoin d'avoir tout Bootstrap. J'utilise que j'en sais rien, les grids. Et donc du coup, me télécharge pas le reste. Je veux que les grids. Je ferai ça dans une autre vidéo, pas ici. Je vais faire le bout où il trim, mais je vais pas installer Bootstrap dans cette vidéo-là. Ok, donc on a déjà du loading. L'autre fichier CSS, on remarque qu'il marche. Hein. Ah non, il marche pas d'ailleurs. Parce que ça devrait être en rouge.
Donc, manifestement, ce truc-là marche pas. Je sais pas pourquoi pour l'instant, mais on va essayer de régler ça. Pourtant, je l'intègre. Ok. On va utiliser le extract plugin qui, en gros, te permet d'avoir des fichiers différents. L'idée, c'est que normalement, il va tout mettre dans un espèce d'énorme JavaScript, et t'as pas du tout envie qu'il fasse ça. Tu as envie que, par exemple, ton style aille dans un fichier à part que tu appellerais, par exemple, styles.css, pour que tu puisses facilement, entre guillemets, débugger. Donc, du coup, j'ai besoin du extract machin plugin. Alors, je me souviens pas quel est le nom exact pour l'installation. Au cas où il y a des petits problèmes avec Webpack 4 pour celui-là. Donc il peut y avoir des trucs qui ne marchent pas très bien à certains moments. Et par exemple, je ne pourrais pas mettre de cache busting pour le CSS. J'ai essayé hier, j'ai essayé pendant une demi-heure, je me suis arrêté après. Bref, ça m'a beaucoup fait râler. Donc j'ai une porte en tête. Et où est-ce que tu es? Extract. Ah oui, bien sûr. Pardon. C'est en dev que je veux. Merci. Vous allez voir après, je vais diviser des trucs parce que j'aurais besoin d'une version prod, d'une version dev qui ne fonctionne pas exactement. Ok, donc maintenant j'ai mon extract plugin qui devrait marcher si je le stop et que je le relance. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Ça, c'est pas grave. Et celui-là... Ah oui, c'est parce que ça marche pas. Tu peux lui dire... Ah oui, donc du coup, tu es obligé de lui... C'est ça. Pour le extract text Webpack plugin, tu es obligé de lui dire que tu veux la version bêta. Parce que sinon, ça marche pas. Et pourquoi j'utilise Webpack 4? Parce que c'est... À la fin, tes fichiers sont moins gros. Ça va, je crois, 5 fois plus vite que Webpack 3. Et que assez vite, tout va être compatible Webpack 4. C'est le seul truc que j'ai besoin de mettre en bêta. Donc, je suis quand même plutôt content. Donc, normalement, si je reprends mon index, mon truc généré, et que je rouvre, il m'a mis un joli link en haut qui contient mon CSS. Il a compilé. Si je reprends mon app et que je la rafraîchis, le titre est en rouge, c'est magnifique. Je sais quoi, je vais mettre ça en full screen, ce sera vachement plus agréable à utiliser. Je serai obligé de faire 12 000 retours. Voilà. Ok. Cette app-là étant tellement débile qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place. Voilà, donc là déjà on a une app qui se build entièrement. Il va automatiquement remplacer nos liens, il va, si possible, essayer de les minifier. Alors, mon GIF il fait 6 mégas, hein, donc il n'a pas pu le mettre dans l'URL, mais si on avait eu une image qui était plus petite, il l'aurait écrit dans l'URL. Pour prouver que ça marche ce genre de truc, je vais enlever la limite. Voilà. Et est-ce qu'il me fait mentir ou pas? Oui, bien sûr. Bon, bref. Ok, non, il ne me fait pas mentir. Donc, j'ai une espèce de... Je dois avoir une ligne de la mort en ligne 12 que Vim a peine désespérément à essayer de m'afficher, qui contient l'intégralité de mon GIF. Bon, pour les trucs vraiment trop gros, vous voulez vraiment pas faire ça. Mais pour les petites images, ça vous
sauve un peu de temps parce que tu n'as pas besoin de télécharger un autre fichier. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je rajoute ensuite? Je vais rajouter le clean plugin. Ce plugin-là permet automatiquement de nettoyer ton dossier dist entre chaque étape. Le gros avantage de ça, c'est que je le mets tout en haut, s'il te plaît. Oui. C'est que tu vas pas te retrouver avec éventuellement des fichiers qui restent de la fois d'avant où tu as compilé avec Webpack. Et donc du coup, tu vas pas avoir de... D'autant qu'avec les noms très bizarres, on n'arrive pas à retrouver ce qui est quoi. C'est ça. Ma GIF, il a un nom où tu peux juste pas lire, quoi. Et donc, du coup, on va l'ajouter. Il y a à demander... Enfin, là, il y a deux fichiers, ça va, mais quand il y en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus problématique. C'est vite l'horreur. Est-ce qu'il est pas là par défaut? Non, je pense pas. Si, hein, peut-être. Non. Ok, il s'appelle Clean Webpack Plugin. Clean Webpack Plugin. Ok, un nouveau truc. Très bien. On va pouvoir l'import. Bon, imaginons que cette commande-là, je pourrais la perdre. J'ai pas trop envie que ça arrive. Donc du coup, je vais vous expliquer comment marche dans le fichier. Ouais, on a déjà 12 000 dépendances. Dans ce fichier-là, comment est-ce qu'on peut définir des alias? L'idée, c'est que tu rajoutes un nouveau script, un nouveau truc qui s'appelle comme ça, avec des quotes sémiotonie. Et dedans, tu peux lui définir des trucs. Vous m'avez déjà vu le faire dans les vidéos Rails, là où j'ajoute Husky, parce que c'est défini aussi par des scripts dans Husky. Et donc, on va avoir dev. En fait, c'est parce que tu disais yarn et que yarn utilise package.json, non? Non, c'est parce que Husky se base sur tes scripts de ton package de JSON pour savoir quel pré-commit il va utiliser. Très bien. Et donc, du coup, c'est aussi stupide que ça. C'est que tu lui définis un nom de tâche et tu lui définis ensuite ce que tu veux qu'il fasse dedans. Et tu peux aussi linker les tâches les unes entre les autres. Oui, tu peux appeler ta tâche yarn à l'intérieur de ton truc. Tu peux tout faire. Pour l'instant, on va rester assez basique. Et donc, du coup, ça te permet de faire yarn dev. Je vais le faire là. Parce que comme ça, on va en avoir qu'un seul qui tourne. Tu peux faire yarn dev-build. Et ça va automatiquement rouler la commande. Voilà, comme ça, je peux l'oublier et j'ai plus besoin de la taper jamais. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc on a rajouté du cleaning, on n'a plus besoin de taper cette commande. Qu'est-ce qui va me manquer? Oui, je vais diviser mon JavaScript en deux bouts. Il y a le bout que j'écris moi et mes librairies. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des chances que mes librairies ne changent jamais, ou très peu, parce que à chaque fois que je vais mettre à jour mes librairies ou quand je rajoute une, ça va le faire. Mais c'est globalement les seuls moments où ça va arriver. Alors que mon app, elle va changer beaucoup plus souvent. Mais par contre, elle sera beaucoup plus petite. Donc, tu veux que ton utilisateur retélécharge ton app à chaque fois que tu la changes, mais tu n'as pas envie qu'à chaque fois, il retélécharge jQuery et Lodash. Parce que c'est des grosses librairies. Enfin, parce que tu peux éventuellement avoir une liste super longue de librairies aussi. Donc, du coup, on va pouvoir définir une entry un petit peu différente que juste mon fichier. Je vais copier ça. Bien sûr, je suis stupide, Denis. Mais c'est pas bien inventé. Ok, donc je lui dis que je vais avoir un main qui va correspondre à mon app.js et que tu vas me créer un espèce de vendor où dedans tu mettras jQuery et Lodash.
Et je pense que c'est tout ce que j'ai besoin de faire pour qu'il le fasse automatiquement. Faisons un test. S'il veut bien. Ok. On va rouvrir le index de HTML. Yeah. Oui. D'ailleurs, cette idée du vendor avec les librairies tiers, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le Rails, dans le folder vendor. Ouais, exactement. Ah, attends. Pourquoi est-ce que j'ai plus rien dans mon disque? Parce que lui, il a dû planter, c'est ça? Ok. Ah, parce que je ne vais pas lire. Ok. J'ai oublié de définir un name, bien sûr. Je peux m'exposer. Dans le output, ici, pour l'instant, on appelait tout bundle.js. Donc, du coup, il essaye d'appeler deux choses bundle.js, donc ça se passe pas bien. Donc, pour l'instant, on va lui dire les choses, tu vas les nommer avec leur nom de base.js. Donc, non, pas leur nom de base, mais ce nom-là. Donc, ça va être main.js et lui, ça va être vendor.js. Donc, on relance. S'il veut bien. Oui. Donc, lslist, ça marche mieux. Et deux points. List, index de HTML. Est-ce qu'il me fait mentir? Non, il a bien, du coup, il ajoute main et il ajoute vendor. Donc, normalement, si je rachète ma page, ça devrait toujours tout bien marcher. Sauf que, si on regarde dans l'inspecteur en table de network, il me télécharge deux fichiers. Un devant être complètement gigantesque alors que l'autre sera tout petit. Salut là. Pourquoi est-ce qu'ils font 0? Oui. Parce que c'est sur index.html, donc c'est normal qu'il soit mis. Okay. Parce que c'est sur le disque, donc du coup il ne compte pas. Parfait. Ok, du coup ça m'a mené à introduire l'environnement, enfin l'espèce de serveur de dev. Parce que bon, là c'est cool, ça watch et tout, mais en vrai c'est pas très pratique à utiliser. Mais il y a un truc qui s'appelle le dev server, qui du coup va te permettre d'avoir un espèce de serveur ici, à la place d'avoir le Webpack moins progress, moins watch, tu vas avoir un serveur qui va être là et qui du coup va servir ton application front sur un certain port. L'avantage sur ça, c'est que déjà il met la page jour automatiquement quand elle change, ce qui est pas mal dans ta page. Et aussi, ça permet de ne pas aller avoir à se taper le nom du fichier pour pouvoir le visualiser. Tu as juste une URL, c'est localhost 2.8080 et ça contient ton app. Donc, ça a d'autres avantages. J'y reviendrai quand on parlera de React. Add des webpack, pas toi. Ok. Dev, c'est quoi, dev server, je crois? Non. Toi. Développement. Source map, non. Comment tu t'appelles? Comme ça. Dev-server. Comme j'allais le taper. Ok. Et donc, du coup, on peut faire un webpack. Dev server. Moins config. Et on lui dit, pour l'instant, ça s'appelle webpack common babel.js.
Donc là, il te prévient que sur localhost 8080, ça devrait marcher. Localhost 8080, pas login. Effectivement, j'ai bien toujours mon app. Et maintenant, je peux vérifier que ça va bien les télécharger, entre guillemets, hein, on s'entend. Ça reste sur mon disque. Allez. Ça va là. Voilà. Et qu'ils ont tous les deux des petits détails assez différents. Ok. Bon, le vendor devrait être beaucoup plus gros que 293 kilobits. Ah non, parce qu'on est en production, donc il le minifie, donc non. Ok, autant pour moi. Mais vous allez voir en mode développement, il fait genre, je sais plus combien de mégas, le vendor. Ok, dans les choses qu'on va faire aussi, c'est on va ajouter des source maps. Qu'est-ce que c'est qu'une source map? Une source map, ça va vous permettre de... vous allez avoir du JavaScript minifié, du JavaScript qui est minifié et qui est transpilé, donc il est illisible. Parce que honnêtement, vous voulez pas lire de l'ES5 généré, c'est affreux. Et donc du coup, on va ajouter quelque chose pour que tu puisses dire à ton navigateur que le fichier de base existe et que tu peux aller le regarder. Par exemple, si je vais dans Source, comment j'avais fait hier? Je me suis tapé un truc. Bref, on verra tout à l'heure. Si je vais là, il me dit non. Hey, il est censé me... Ah oui, j'ai pas relancé le serveur. Désolé. Parfait. Donc, je disais que j'ai mon vendor de JS, j'ai mon main de JS, allez, voilà, qui ressemble à rien du tout. C'est pas très gros quand même, hein, pour moi. Ça peut être très agréable pour vous. Hurlez hein, si vous voulez que je fasse mieux. Mais voilà, du coup, mon main.js qui ressemblait à un truc utilisable tout à l'heure est globalement inutilisable. Et il m'a mis dans un ici accès à mes... Alors, pas mes nodes modules, hein, ceux-là, je ne veux pas les regarder, ça n'existe pas. Mais je peux cliquer sur app.js et je revois mon vieux code. Je peux mettre des breakpoints, éventuellement. Donc, ici, je rafraîchis. Ceci me fait mentir, mais il devrait s'arrêter de temps. Vraiment là? Ok. J'ai raté un truc dans la config. Normalement, tu peux mettre des breakpoints et ça marche. Ok. Je vais voir au fur et à mesure ce qui manque. Peut-être que le fait que je sois pas en mode développement fait que ça marche pas. Ok. Du coup, dans Webpack, il existe deux modes. Il y a le mode prod et le mode développement. Dans les deux, tu n'auras pas le même niveau d'optimisation de tes fichiers et tout ne va pas marcher pareil. Donc, en général, tu as deux fichiers de config. Tu as trois fichiers de config. Tu as un fichier common où tu vas avoir tout ce qui est par défaut et un fichier pour la prod et un fichier pour le dev qui vont du coup avoir leur petite spécificité chacun. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais vérifier qu'il ne me manque pas grand-chose dans celui-là. C'est comme les groupes dans votre Gemfile. Non, pas vraiment. Les groupes dans le Gemfile, ça correspond plus à le fait d'avoir des dev dependencies et des dependencies normales. Et ton Webpack ne gère pas ça? Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est plus que tu as un mode de build en prod et un mode de build en dev.
En dev, je veux avoir un joli serveur qui me sert sur le port 8080. En prod, je veux qu'il me fasse des fichiers directement dans dist. Et qu'il ajoute le chunk à la fin, avec le hash à la fin. Je veux qu'il fasse plein d'autres choses différentes. Je veux qu'il me les minifie. Non, t'as raison. Par exemple, en fait, les packages, ils sont en package JSON. C'est ça. Je vais vérifier qu'il me manque rien. Hey, je vais mettre un manifeste. Ok. Pour ceux qui en ont déjà fait, du front, ils ont peut-être déjà eu à faire un manifeste. Un manifeste, c'est un truc qui va permettre à ton app de savoir où se trouvent les choses. Ça va globalement lui simplifier la vie. L'avantage, c'est que le problème, c'est que là, tes fichiers, ils sont plus ou moins générés par Webpack. Donc, tu as besoin que ce soit Webpack qui écrive ton manifeste. Le manifest plugin prend un argument qui est le seed, qui te permet de setter certaines valeurs. Quand vous créerez par exemple des favicons, c'est super pratique. Ou des icônes pour Android. On y reviendra sur la vidéo où je parlerai de ce genre de trucs, parce que je pense que j'aurai pas le temps. Parce qu'il est déjà 8h20. Mais il va me manquer la dépendance pour faire ça, hein, comme d'habitude. Il a demandé, je pense que le manifeste, c'est aussi tout ce qui est web app un peu sympathique. C'est ça. La progressive web app, ça passera par ça aussi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un sujet intéressant. Ce sera la progressive web app, ce sera le cran d'après. J'ai besoin de tout ça pour pouvoir rajouter la progressive web app dedans. Et en fait, tu es obligé d'avoir Webpack qui te le génère tout seul, ta progressive web app. Parce que comme tes choses sont chunkées et ce genre de choses, bah tu peux pas avoir tu peux pas l'écrire toi-même en fait. Tu es obligé d'avoir Webpack qui va te dire ah oui mais en fait ce fichier il est là, ce fichier il est là et il s'appelle comme ça parce que comme ils sont générés à la volée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai déjà fait ça dans une autre vie. Ok. Bien sûr, c'est pas dans leurs plugins qui sont décrits ici parce que ce serait trop bien. Ah non, c'est bon, j'ai dû l'inclure en haut donc. Hop. Il y a un add. Webpack, manifest, plugin. Quoi? J'ai fait Webpack et pas Yarn. J'ai oublié le add. Ok, je peux l'arrêter et le relancer. Oui, qu'est-ce que j'ai oublié? Manifest plugin is not defined. Il a l'air quand même vachement defined. Je n'ai pas sauvé. Ok, donc si je retourne là, je pense que c'est ça qui fait que mes source maps ne marchent pas. D'accord. Ok, s'il veut. Il peut le faire, parfait. Du coup, je disais que je peux mettre un breakpoint ici, que si je recharge ma page, il s'arrête dans mon breakpoint, et je peux taper genre user. Et je pense que si t'es pas en mode dev, ça marche pas, mais quand t'es en mode dev, ça marche très très bien. Je vais essayer tout à l'heure. Et en gros, ça te permet de le source map, je sais plus. Ah, je l'ai pas inclus dans le HTML. Donc il me l'a généré, il sait plus ou moins l'utiliser, mais il est quand même pas content. Lui, il n'a pas un nom qui change au fil du temps. Hein. Et il n'est pas caché normalement, le manifeste. Donc du coup. Quoi? Ah, parce que c'est le dist. Okay. Merci. Src index.
Voilà. Ce que ça permet de faire ce genre de déploiement, c'est que ça permet aussi d'avoir, comment dire, que mon HTML ne contient pas de JavaScript, ni de CSS du tout. Et ça va vraiment être injecté au build parce que ça n'existe pas avant et que c'est pas à l'HTML de savoir comment ça marche. Ça même, si j'ose, c'est aussi toute la philosophie autour des développements mobiles où en fait les assets, tout est séparé. Tu n'as bien que la vue dans le HTML et le reste est ailleurs, isolé. Oui. Bref, il ne veut pas le faire, je ne sais pas pourquoi, je regarderai tout à l'heure. Bon, je sais que ça marche sur mon autre version, qui est celle-là que je vais pousser sur GitHub pour que vous puissiez vous y référer. J'ai pas envie d'aller débugger le pourquoi est-ce que je peux pas faire des... Mes breakpoints ne me permettent pas de regarder mes différents trucs. Mais normalement, c'est possible. Ok, on a fait ça. Et donc, j'ai dit que j'allais passer à avoir un mode prod et un mode dev. Donc, du coup, je vais faire un tout ici parce que je commence à en avoir beaucoup. Et je vais créer un touch webpack comme... Donc, un webpack dev en babel.js et un webpack prod en babel.js. Du coup, je vais en profiter pour instantanément dans le package.json. Je vais tous les ouvrir en fait. Dans le package.json, je vais lui dire que lui, arrête d'utiliser le common, utilise le dev. Voilà. Et que je vais avoir une tâche de build de prod. Donc on va juste appeler build qui sera utilise celui prod, mais pas de moins watch parce qu'en général ce sera one shot. Et j'aurai besoin de te dire que tu vas être en mode production. Au moins P c'est mode production. Le dev build en fait on ne va plus l'utiliser parce qu'on va utiliser celui-là, le dev server. Donc du coup on va pouvoir le remplacer. Pas avec ça. Parce que c'est beaucoup plus pratique que le moins watch. Config, webpack. Il ne manquerait pas une virgule ou un truc après? Si, il manque une virgule à la fin, t'as raison. C'est juste que je vois les deux couleurs différentes, je me dis que... Oui, c'est exactement pour ça qu'elle est là. C'est ces deux couleurs différentes de l'horreur. Et on va clairement l'appeler dev, parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Ok, donc là j'ai un dev serveur et je vais avoir la version de prod bientôt. Pour l'instant, ça marche pas. Parce que mes fichiers sont vides et donc du coup, s'il essaie de les charger, ça va juste pas marcher. Vous savez quoi? Je vais les copier de mon truc parce que ça n'a aucun intérêt de les taper. Là, on est rendu à un moment où vous comprenez les corps principes. Je pense que ça sert à rien. CP webpack dev ici, merci, et le proceed. Donc je disais, j'ai pas besoin du package JSON, il sert à rien. Ok. Ils sont assez courts. Ce qui se passe dans celui-là, c'est que je vais avoir je vais lui dire que en dev, je vais lui dire que je suis en développement, que mes file names, ce sera il y aura le nom du fichier, ce sera .js, que je veux mon source map qui est en inline dans mes JS, donc mes JS vont être gros, parce que je m'en fiche en fait, je peux mettre ma source map dedans. Ça c'est ma config de mon dev server, parce que en prod j'aurai pas besoin de mon dev server. Et je me fous d'avoir des erreurs en dev, et je voudrais que tu mettes mon style.css. Voilà, je vais devoir changer un tout petit peu celui-là pour que je puisse m'en servir dans les autres. J'ai besoin de webpack merge aussi pour merger différents configurations webpack. N-T webpack-merge. Voilà.
Et du coup, dans mon command, je vais pouvoir enlever des choses, genre ça, ce sera redéfini à chaque fois. Le file name, je le définirai dans chaque fichier, indépendamment. Tout ça, c'est identique partout. Une source map, oui, je le veux partout, s'il te plaît. Toi, je te veux. Toi, oui. Oui. Toi, non, parce qu'il va avoir un nom différent dans chaque. Je pense que c'est tout. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon dev qui, du coup, va écrire à la fin mon style.css. Mon prod, donc je lui dis que je suis en mode production, que mon output contiendra mon name et un hash qui correspond à qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier. Je vais devoir vous laisser. Ok, A plus qu'un, c'est quasiment fini. Voilà, je voudrais des source maps à part, et je voudrais pas les mettre dans le fichier parce que 90% du temps, j'aurais pas besoin de les regarder, parce que je débloque pas la prod. Et je veux que mon Uglify.js génère bien le source map. Je suis pas sûr que celui-là soit nécessaire. Dans le doute, je l'ai mis. C'est plus safe. Je pense que je l'ai pas, le Uglify.js plugin. Voilà. Et c'est pas mal ça. Du coup, je vais pouvoir faire ici un yarn dev. Croiser les doigts pour que j'ai rien oublié. Et dire, hey, est-ce que je peux regarder? Donc là, il m'a build mes trucs. Hop. Là, on a la taille des paquets. Donc, il y a clairement un problème dans ma config, hein, parce que j'ai un main qui fait autant de taille que mon vendor. Ça devrait pas être le cas. Ok, qu'est-ce que j'ai oublié dans mon command? Je pense que les deux autres devraient marcher. Je vais ouvrir. Command dev. Qu'est-ce que j'ai raté? Si des gens voient un truc que j'ai pu rater. Non, ça c'est la même chose, c'est la même chose. J'ai oublié ça. Ok. Il faut lui dire que tu veux le faire que tu veux séparer tes. Et ça c'est de nouveau avec Webpack 4, avant t'as pas besoin de le faire. Ok. Ça c'est la configuration pour lui dire que tu veux séparer tes node modules dans ton vendor et que le reste tu veux le mettre dans ton main. Du coup, je suis pas sûr que ce bout-là soit nécessaire maintenant. Mais bon, je vais le laisser. J'ai pas eu le temps de faire le test, donc on va dire que pour l'instant ça marche pas. Donc je le relance. Ok, et donc du coup, j'ai un main qui fait 17 kg et un vendor qui fait 2 mégas. En prod, ça va être un peu différent. La fille, ça marche. Oui. En prod, du coup, je vais avoir un yarn build qui va du coup appeler mes tâches de production. Ça va être notoirement plus long. Et aussi, je peux le faire, parfait. Ce que vous allez voir, c'est que la taille des fichiers est complètement différente. Et avec un petit hash super sympathique à la fin. Voilà. Et que mon main, en fait, il va faire 1 kg. Et que toutes mes librairies, comme il a fait du tree shaking pour enlever les trucs que j'utilisais pas dedans, ça fait plus que 155 kg, ce qui est très acceptable pour avoir téléchargé Lodash et jQuery en même temps. Et que du coup, je peux aller ouvrir le fichier qui est dans untist index.html et qui marche très très bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à expliquer? Non, je pense que ça va être pas mal pour l'instant. Je réfléchis, hein. Est-ce que j'ai oublié un truc? Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Ah oui, je voulais montrer un truc. Okay, je vais zoomer là-dessus. Là, on peut voir le nom des fichiers. Donc, je vais lslist
10/js. Ok, donc j'ai mon main qui s'appelle KD machin et mon vendor qui s'appelle EA3 truc. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, plus pour prouver ce que je disais tout à l'heure, si je modifie dans mon src mon app.js et que je rajoute je sais rien moi, je peux rajouter une autre personne. Je vais rajouter un deuxième Denis et il va avoir 30 ans. Non. Et une virgule. S'il te plaît. Je vais rajouter une d'ici sur que. Là. Lui, il a recompilé tout seul. Et lui, si je lui dis, est-ce que tu pourrais build à nouveau? Attends, ça va pas être très visible si je le fais là. Je vais faire là. Run build. Et que je refais un autre. Notre ls. On remarque que le main a changé de nom, mais le vendor a toujours le même nom, donc il restera caché pour les utilisateurs. Voilà. C'est pas mal ce que je vais montrer dans cette vidéo. Ça fait déjà 1h30. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok. J'imagine que ça veut dire non. J'imagine que ça veut dire que Zoom a planté. Non, Zoom marche encore. Ok. Non, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir Zoom qui plante et qu'en fait je me rends compte que je parlais tout seul depuis 10 minutes. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a été utile. Fred, j'ai l'impression que tu avais déjà vu beaucoup tout ça. Donc, pour toi, je pense pas trop. Les autres, je sais pas si vous voyez des intérêts. Les intérêts, ouais. Pas sûr d'avoir encore tout saisi, comme c'est tout nouveau pour moi. Bien en mode pack, c'est que des nouveaux trucs, mais ouais, c'était cool. Ok, cool. J'ai appris plein de trucs. Cool. Merci pour tout. Je suis désolé, j'ai dû switcher vers le métro. Il n'y a aucun problème. Je te souhaite beaucoup de fun, du coup. On va animer un atelier là. Ouais, j'ai vu ça. C'est cool que vous fassiez ça. Allez, à plus tard. À plus tard. Bye, Fred. Je vais arrêter l'enregistrement.